Ça ressemble au portrait. Ça a les présentateurs des portraits. Ça a le goût des Mais portraits. ce n'est pas les portraits. Attends, comment ça le goût? Bienvenue dans ce nouveau format qui répond au doux nom de contexte, à dire avec une inflexion interrogative et l'accent du Sud. Dans contexte. Faut dire avec l'accent du Sud. J'arrive pas à faire l'accent du Sud. Donc, dans contexte, on va vous parler de sciences sociales et de politique. Notre but, ça va être de vulgariser la sociologie et la science politique pour mieux comprendre notre société, le tout en s'appuyant sur des travaux de chercheuses et chercheurs payés 1 600 € par mois à Bac+10 et en pleine dépression. Et le tout avec des blagues pour essayer de mieux faire passer des textes parfois complexes comme ceux de Bourdieu ou de Weber. Ouais, le mec qui a écrit Les Fourmis. Il y aura parfois des bonnes blagues, vous inquiétez pas. Ah oui, ça a presque le générique des portraits aussi. En tout cas, dans ce premier épisode, on va essayer de vous mettre de bonne humeur, puisqu'on va commencer par parler de Michel Barnier et de Macron. C'est Macron maintenant, ouais, absolument. Est-ce que vous vous rappelez de 2017 ? Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, 2017 c'était l'anniversaire des 500 ans de la réforme protestante de Martin Luther, mais figurez-vous que 2017 c'était aussi une année d'élection présidentielle. C'est l'année où notre calvaire a commencé. Il est 20h, voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. C'est fou, c'était seulement en 2017 quoi. Il y a 2 ans selon la police et 40 ans selon les manifestants. Les manifestants c'est nous. Une des grandes idées du Macron de 2017, c'était de vouloir laisser plus de place à la société civile. Notamment pendant les législatives. Aujourd'hui, ce sont 52% des candidates et des candidats qui sont issus de la société civile, au sens qu'ils n'ont jamais exercé de mandat électif et qu'ils n'exercent aujourd'hui aucun mandat politique. L'idée c'était de renouveler la politique, de présenter des profils nouveaux, de bousculer ce vieux monde et ses élites renfermées sur elles-mêmes. Et Emmanuel Macron, avec sa jeunesse, avec l'enthousiasme qu'il a su focaliser, avec la liberté d'esprit qui est la sienne, avec l'originalité d'approche et de pensée, et l'audace, le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'il n'en a pas manqué pendant l'année 2017. Il a su faire naître un monde nouveau. Et aujourd'hui, 7 ans plus tard, on a ça. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir, madame Coudray, merci pour votre invitation. On est passé de gna gna gna, société civile, à Michel Barnier, Premier ministre. Le mec est quand même sur des archives de l'ORTF. Michel Barnier, vous êtes étudiant, vous avez 20 ans et vous êtes originaire de Savoie, mais d'où exactement ? Eh bien, j'ai toujours vécu à Albertville, qui est une cité qui se trouve au confluent de plusieurs vallées, la Tarentaise, la Combe de Savoie, le Val d'Arly, au-dessous du Beaufortin. Et vous êtes très attaché à la Savoie, en somme. C'est une région très attachante. Mais comment on en est arrivé là? Comment on est passé de la promotion de la société civile, de gens jamais élus, à la nomination d'un Premier ministre qui a quand même été élu la première fois sous Pompidou? Là, on est obligé de faire un récap. 2017, ça commence à être loin. C'est vrai, si vous avez 20 ans aujourd'hui, vous aviez 13 ans à l'époque, donc vous suiviez peut-être pas tout. Et puis on a tendance à avoir la mémoire courte en politique. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Avant d'être le forcené qu'on connaît, le Macron de 2017 est un homme politique jamais élu, qui n'a jamais eu de mandat, mais qui a été secrétaire général adjoint et ministre de l'économie de François Hollande. En 2017, Macron, il arrive « Je viens disrupter la politique française. C'est fini le conservatisme. C'est fini tout ça. Là, c'est le nouveau monde. La vieille politique, c'est plus pour nous. » Cet homme jeune et flamboyant était venu nous sauver avec son mouvement politique En Marche. Ça me dégoûte de dire ça. C'est le texte. C'est le texte. Oui, En Marche, ça marche. Mais ce Macron-là n'a pas duré très longtemps et les blagues sur son côté moderne et Startup Nation se sont arrêtées assez rapidement. Et pendant la campagne de 2022, l'ambiance c'était plutôt « Après moi, le déluge, votez pour moi, vous allez tous crever ». Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige. Finalement, ce vote l'a obligé à faire n'importe quoi et le Macron de 2017 n'est plus qu'un souvenir. On se rend bien compte aujourd'hui que c'est un politicien comme les autres. C'est pas comme si la gauche avait prévenu dès sa nomination au ministère de l'économie, mais bon. Qui aurait pu prédire ? Et les 50% d'élus de la société civile dont parlait Richard Ferrand dans l'extrait qu'on vous a mis tout à l'heure, ils sont passés où ? Pendant les législatives de 2024, c'était plus du tout la question. Les députés macronistes devaient conserver leur siège et défendre leur bilan, c'est tout.
7 ans plus tard, ces représentants de la société civile ont disparu ou alors se sont devenus des professionnels de la politique. Ou alors peut-être l'ont-ils toujours été ? Et c'est là qu'on va avoir besoin des sciences sociales, puisqu'il faut qu'on vous explique ce qu'on entend par professionnel de la politique. Et pour ça, il faut qu'on vous parle d'un sociologue très célèbre, Max Weber. Ouais, le mec qui a écrit Les Fourmis. Alors ça suffit maintenant, c'est une nouvelle saison, donc tu arrêtes, les gens chez eux, ils sont gênés, tout le monde est gêné. Max Weber, c'est un sociologue allemand, considéré avec le français Émile Durkheim comme l'un des fondateurs de la sociologie moderne. Et Max Weber, en 1919, il a écrit un bouquin qui s'intitule « Le savant et le politique », dans lequel il donnait une définition du politicien professionnel. Max Weber suivait, à travers les siècles, le développement d'une catégorie sociale, d'un type d'homme qu'il appelait politicien professionnel. Celui qui tire sa subsistance de la politique, qui vit par et en même temps que pour elle. Et donc dans cette définition, il y a deux choses, vivre par la politique et pour la politique. On va commencer par l'idée de vivre pour la politique. J'aime la politique. J'aime la politique. En fait, quand on dit vivre de la politique, c'est pas une histoire de passion, mais plutôt une question d'organisation. Oui, d'organisation du travail politique. Pour gagner, il faut mener des campagnes politiques et pour ça, il faut des équipes politiques. Chaque membre de cette équipe de campagne qui entoure le politicien a des tâches précises à réaliser. Par exemple, pendant une campagne, il faut faire des affiches, des tracts, aller les distribuer sur les marchés. Autre exemple, autour d'un politique, il y a aussi des gens qui font des fiches. Des fiches pour savoir quoi dire dans les discours, avec des éléments de langage, des fiches pour savoir quoi dire aux électeurs, comment leur plaire. Tout ça, c'est un travail de l'ombre qui demande beaucoup de compétences et avec le temps, des compétences de plus en plus variées et spécialisées. Mais ce que je recherche, et je vais probablement faire une feuille de poste, et ce que vont faire aussi d'autres députés, c'est surtout quelqu'un qui maîtrise très bien les réseaux sociaux. Avec, je pense, un œil même limite un peu artistique. Enfin, quelqu'un qui a quelque chose à me donner. Et donc, si par exemple, quand vous allez postuler pour moi, mais aussi pour d'autres députés, sur un rôle, on va dire community manager, même si ça dépassera ce rôle-là, pensez à envoyer vos créations. C'est bien aussi. Le politiste Rémi Lefebvre explique que la politique devient de plus en plus une activité qui est autonome par rapport au reste de la société. C'est-à-dire qu'avec le temps, la politique fonctionne de plus en plus avec des codes, des règles qui lui sont propres et de plus en plus en vase clos. Les Guignols avaient caricaturé ça d'ailleurs dans la fiction des Guignols. Ils expliquaient en gros que le monde politique pourrait fonctionner sans le peuple. Les gens, les vrais gens, ont disparu. Nous devons échanger toutes nos informations sur le sujet. Je vous écoute. Nous pouvons affirmer, enfin Philippe, je parle sous ton contrôle, que les gens, les vrais gens, ont disparu. Dominique, ça recoupe nos informations. Et ça, en sociologie, c'est ce qu'on appelle un champ autonome, c'est-à-dire un milieu, un microcosme qui fonctionne avec ses propres codes et ses métiers spécialisés. Et la politique, c'est ça. Donc ça, c'est ce que Weber appelle vivre pour la politique, un groupe qui vit pour lui-même. Et ça crée un entre-soi. C'est une des explications de la déconnexion qu'on ressent avec le monde politique. Ouais, on l'a encore vu avec le trip de Macron sur les JO, là. On n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Parce qu'au fond, la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est ça, la vraie vie. Le deuxième point de la définition de Weber, c'est que les professionnels vivent de la politique. Bon, ça c'est plus clair, ça veut dire simplement être payé pour faire de la politique. À partir d'un certain niveau, vous le savez, les hommes et femmes politiques peuvent vivre de leur mandat, et ils en vivent même très bien. C'est cette décision prise par le bureau de l'Assemblée nationale d'augmenter l'indemnité de frais de mandat des députés, dont le vôtre, dont votre indemnité, Madame Givernet, de 300 € pour faire face à l'inflation. C'est la réaction amère, sur les réseaux, voire grinçante. En France, un député gagne à peu près 7 600 € bruts par mois, sans compter d'autres avantages. Ouais, le président et le Premier ministre, c'est autour de 16 000 € bruts, les secrétaires d'État gagnent tous au-dessus de 10 000 €, etc., etc. En général, ils ne sont que politiques, ils n'exercent pas d'autres activités professionnelles. Je dis bien en général. Mais est-ce que vous comprenez que ça puisse agacer les Français qui triment, qui n'ont pas le temps d'écrire de livres, qui n'ont pas le temps de lire des livres même parfois, et qui se disent, notre ministre en pleine crise économique où il y a 15% d'inflation, lui il trouve 2 heures par jour pour écrire un bouquin. Mais leur question, elle est parfaitement légitime. Bon, petit récapitulatif, on vous a expliqué ce que c'est la définition d'un professionnel de la politique selon Weber. Il vit pour la politique, donc dans un champ autonome. Un champ autonome, c'est donc un univers social indépendant qui a ses propres règles et qui ne peut pas être compris entièrement de l'extérieur. Bon, là, on vous le décrit en termes sociologiques un peu pompeux, mais vous le comprenez très facilement quand vous parlez d'entre-soi, par exemple. Il est un peu déconnecté de la réalité, peut-être qu'il n'écoute pas assez, il est trop persuadé d'avoir raison, quitte à être tout seul. Il n'est pas dans la réalité, il est dans son monde à lui et pas dans le nôtre. C'est deux mondes totalement différents. Et le deuxième point qui caractérise l'homme politique professionnel, c'est qu'il est payé pour la politique, il vit de la politique. Daniel Gaxi le résume ainsi.
On voit que la notion de professionnalisation possède deux sens. Dans un premier sens, elle désigne l'exercice d'une activité rémunérée à temps plein. Dans un second sens, la notion de professionnalisation désigne une forme particulière d'organisation des métiers. On peut penser aux professions libérales, avec une formation spécifique dans des écoles spécialisées, des savoir-faire particuliers, une déontologie. Et les deux points sont liés, c'est parce qu'il y a de l'argent que le champ peut être autonome et déconnecté du reste de la société. Et là, on serait tenté de dire « Ah bah, il suffit de leur couper les indemnités, ça leur fera les pieds, ça va leur redonner le sens des réalités à ces grosses feignasses. » Objection! C'est faux. Mais c'est faux, d'abord en France, les indemnités parlementaires, c'est quelque chose de très ancien. C'est le juriste Aurélien Baudu qui en parle dans la Revue française de droit constitutionnel. La majorité des régimes qui se sont succédés en France depuis 1789 ont admis le principe de l'indemnité parlementaire, à l'exception des régimes censitaires. Et selon vous, pourquoi les élus des régimes censitaires, donc des régimes où il faut avoir une certaine fortune pour être élu et pour voter, n'ont pas d'indemnité ? Eh bien parce que l'indemnité, c'est justement ce qui permet à tous de faire de la politique. Et ça n'a pas de sens dans un régime qui est par définition restreint à un petit nombre de personnes. C'est ce qu'explique Aurélien Baudu. Facteur essentiel de la démocratisation des régimes politiques, l'indemnité parlementaire est destinée à compenser les frais inhérents à l'exercice du mandat. Elle permet à tout citoyen, quelle que soit sa situation de fortune, de pouvoir prétendre entrer au Parlement et garantit aux élus de la nation les moyens de se consacrer pleinement et en toute indépendance aux fonctions dont ils sont investis. Oui, c'est bien l'arrivée du suffrage universel qui permet la mise en place de l'indemnité parlementaire. Un ouvrier qui travaille à plein temps, s'il n'y a pas d'indemnité parlementaire, il n'a pas le loisir de s'engager en politique et d'être élu. Vous pensez que Rachel Keke aurait pu abandonner son travail de femme de ménage pour siéger à l'Assemblée nationale s'il n'y avait pas eu les indemnités ? Qui a déjà touché 800 €? Qui a déjà touché 900 €? 1000 €? Personne. Personne. C'est pour ça que vous rêvez. Pas moi, je vous ai pas dit par jour. Pas moi. Avant les indemnités, les seuls qui pouvaient faire de la politique, c'était les nobles, les rentiers, les gros propriétaires terriens. Donc oui, ça a bien été un outil de démocratisation. Après, aujourd'hui, on peut estimer que c'est trop élevé, on peut discuter des montants, mais ça reste que les indemnités, c'est un garde-fou de la démocratie représentative. Bon, alors comment on résout le problème de la déconnexion si on peut pas leur enlever toute leur thune ? Écoutez ce que disait en 2022 le politiste Rémi Lefebvre, qui a notamment travaillé sur la gauche. Pourquoi le PS reste en liste au candidat présidentiel ? On pourrait dire, mais Anne Hidalgo, pourquoi elle n'abandonne pas ? Pourquoi le Parti communiste a présenté un candidat ? C'est pour défendre leurs élus, en fait. C'est pour défendre, parce que les grands-mères... Alors, il veut dire les maires des grandes villes, pas les grands-mères, genre « Oh, il y a trop d'immigrés, les halles de Vesoul, c'est plus comme avant à cause de l'extrait, là. Ah oui, pardon. Pourquoi Anne Hidalgo ? Pourquoi Fabien Roussel ? Et puis, défendre leurs députés, en fait. Et ils ont l'impression... Alors, je ne sais pas si c'est un très bon calcul, que pour exister comme parti, il faut être candidat à l'élection présidentielle, mais en fait, il s'en fout de l'élection présidentielle. Fabien Roussel, il sait bien, même s'il a un peu progrès, il ne va pas gagner l'élection présidentielle, mais il faut exister. Et il pense au scrutin d'après, en fait. Il pense aux élections législatives, à la dotation publique, le PS pense à conforter ses maires, etc. Et du coup, c'est la thèse que je développe aussi dans mon bouquin sur la gauche, en fait, les électeurs de gauche sont pris en otage des luttes d'appareil et des luttes de professionnalisation politique des partis politiques, vous voyez ? Rémi Lefebvre, là, il a prononcé un mot très important pour expliquer la déconnexion et la professionnalisation. Ce mot, c'est la... Grand-mère. La carrière. La carrière, j'allais le dire. Bah oui, malheureusement, c'est logique. Si on parle de professionnel, on parle de carrière. Prenez un exemple totalement au hasard. Michel Barnier, professionnel de la politique par excellence. Lui, il a fait une très belle carrière. Conseiller général de 73 à 99, député plusieurs fois entre 78 et 93, sénateur pendant 2 ans, plusieurs fois ministre, d'abord sous Balladur pendant la cohabitation avec Mitterrand, puis sous Chirac et Sarkozy, député européen, vice-président de la Commission européenne et négociateur en chef de l'Union européenne, et désormais Premier ministre d'Emmanuel Macron. Le gars a tout fait, je suis sûr qu'il a même été élu délégué de classe en 6e. Non, c'est vraiment le prototype, la définition même de la carrière. La notion de carrière renvoie dans le langage courant à l'idée de carrière professionnelle, au sens des successions de postes occupés, et souvent à l'idée d'ascension sociale, faire carrière. Alors c'est quoi le problème ? Il a bien droit de passer de conseiller général en Savoie à Premier ministre, Michel Barnier. Moi je trouve que c'est un beau modèle de réussite, il me redonne foi en la méritocratie. C'est vrai ? Non. Déjà, la notion de carrière, elle entre en conflit avec le principe de la démocratie représentative. Je m'explique. Une carrière, c'est une réussite individuelle, la recherche personnelle de positions sociales et hiérarchiques plus élevées. Mais on ne met pas un bulletin dans l'urne en disant « je vais aider la carrière de ce type ». Un homme politique élu est censé avoir des objectifs collectifs. Il est théoriquement choisi par les électeurs pour défendre une vision de la société, un programme. Ça paraît difficile de conjuguer la défense de ce pourquoi on a été élu et la volonté d'avoir une carrière. Cette tension-là, elle peut mener à la trahison ou même à l'abandon d'un poste pour un autre avant même d'avoir pu exercer son mandat.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un candidat à la mairie de Barcelone qui fut Premier ministre de François Hollande. Il démissionne de l'Assemblée nationale où il était jusqu'à présent député de l'Essonne. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. L'autre problème, c'est que ce sont toujours les mêmes personnes qui font de la politique dans nos démocraties libérales représentatives. Ils sont interchangeables, ils viennent des mêmes milieux sociaux, de la même classe sociale, parfois ils ont même la même profession. En fonction des pays, parfois il y a des tendances. En France, c'est les avocats, au Canada, c'est les médecins, en Suisse, c'est les gros agriculteurs. Bref, c'est des possédants. Des bourgeois, quoi. De bonnes idées, de bonnes solutions apportées par les gens d'en bas. Ce qu'on entend souvent, c'est si t'as envie de te présenter, t'as qu'à le faire. C'est vrai que sur le papier, tout le monde peut se présenter à une élection présidentielle. Il faut juste un peu de volonté. Comme Inox quand il a escaladé l'Everest, n'est-ce pas les jeunes? Ce célèbre youtubeur que vous connaissez probablement. Abonnez-vous à Blast, on a plein de rêves pour la Gen Z ici. Tout à collé dans tes pensées fort à toi, il faut que tu crèves, c'est de quoi qu'on t'aime. Inox, je t'aime, Inox. Mais bon, si vous êtes de gauche, vous savez très bien que des notions comme le mérite, la volonté, c'est des choses qu'on critique pas mal ici. Ouais, et cette critique s'applique aussi pour le milieu politique. Pour entrer en politique, il faut maîtriser certains codes, il faut du temps libre, il faut aussi un certain réseau, et ça, c'est des choses que tout le monde n'a pas le luxe d'avoir. Tu veux dire que la déconnexion du champ politique avec le reste de la population, ça serait lié à une déconnexion sociale? Incroyable. Oui, on tombe de nos chaises. Et en plus, c'est de pire en pire. On traverse depuis plusieurs décennies une crise de la démocratie. La France, c'est un des pays d'Europe dans lequel les citoyens ont le moins confiance en leurs institutions et en leur classe politique, aux côtés de pays comme la Bulgarie ou la Roumanie. Et c'est ce qu'expliquait, au moment de la réforme des retraites, l'historien des démocraties, Pierre Rosanvallon. Je pense que nous sommes en train de traverser, depuis la fin du conflit algérien, la crise démocratique la plus grave que la France ait connue. Le pouvoir n'existe pas s'il n'y a pas de reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est Guizot lui-même, un libéral, qui disait on ne gouverne pas avec des préfets, on ne gouverne pas avec des policiers, on gouverne parce qu'on est capable de saisir la société dans ses intérêts, dans ses passions, dans ses réalités. Est-ce que vous pensez que Michel Barnier, qui n'a jamais travaillé ailleurs qu'en politique, il peut saisir la société? Je sais pas, il peut saisir un steak à la rigueur. Bon, peut-être même pas, si ça se trouve, il a des domestiques. Les politiques, ils cuisinent pas. Je prends des œufs et je me dis, ça, une omelette, c'est facile. Seulement, je bats mes œufs avec les coquilles. Vous voyez, hein, c'est redoutable. Et alors, bon, j'avais mis du beurre chauffé dans la poêle, je renverse ça dans la poêle et je me dis, quand même, c'est drôle d'allure. Bon, il y a une crise démocratique, il y a une crise de confiance dans les institutions, et cette crise, elle peut s'expliquer de plusieurs façons. On va vous résumer ce qu'on dit depuis le début. Premièrement, on a une classe de politiciens professionnels qui vit pour et de la politique. Deuxièmement, et c'est la conséquence du premier point, on a une classe politique qui est homogène socialement et qui se concentre sur le maintien de sa condition. Oui, et pas sur l'intérêt général. C'est l'idée de carrière dont on vous parlait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est une honte! Révolte! Mais pas forcément, pensez aux actionnaires, aux propriétaires d'Airbnb qui pourraient tout perdre. Il n'y a pas que la révolte. Déjà, il existe des outils politiques qui peuvent représenter une solution. Certains ont même déjà été utilisés sous Macron. La joie d'en finir après des mois de travail à Paris et en région. Et le rapport final de la première convention pour le climat est adopté à 95%. Et oui, souvenez-vous, en 2019, Édouard Philippe et Macron ont lancé une convention citoyenne pour le climat, qui a réuni pendant plusieurs semaines 150 citoyens tirés au sort. Et ces gens qui n'étaient pas des politiques, ils ont acquis une expertise, une vraie expertise sur l'écologie. Et ils ont proposé à terme 149 mesures pour lutter contre le dérèglement climatique. Bon, après Macron, il a dit rien à foutre, il a quasiment rien gardé des propositions. J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible. Mais dans l'idée, c'était plus démocratique. D'ailleurs, ils ont retenté le coup l'année dernière avec la Convention sur la fin de vie. La Convention citoyenne qui nous a réunis, c'est un exercice de démocratie participative qui permet de redonner la parole aux citoyens dans le souci d'enrichir le débat public, améliorer la qualité et la légitimité des décisions, et ce, afin de mieux répondre aux attentes de la population. Et c'est une solution pour sortir des logiques de professionnalisation, comme l'explique le politiste spécialiste de la démocratie représentative Bernard Manin. On pourrait ajouter d'ailleurs que dans la participation de ces citoyens ordinaires, il y a aussi un rejet de la professionnalisation politique. Et dans ces instances, il me paraît important qu'un seul objet soit discuté. De sorte que sur une action particulière, on avance des arguments et on propose des idées sur la base des mérites propres de l'action, et non pas en vue de considérations ou avec des considérations d'avancement de carrière ou
d'appartenance à un spectre idéologique ou à une position idéologique. Oui, et en plus, le format convention citoyenne, c'est pas un mandat politique renouvelable. Les conventionnels, ils viennent avec un objectif à remplir dans un temps limité. Ouais, ils n'auront pas une carrière à la Michel Barnier, hein, désolé pour eux. Bon, c'est très cool, mais ça reste des solutions à la marge, puisque les institutions peuvent décider de ne pas en tenir compte, ignorer les conclusions de ces conventions, voire même les instrumentaliser en disant « bon, on vous a écouté, et puis maintenant, voilà, on fait ce qu'on veut ». Évidemment, il y a d'autres pistes. Hein. On pourrait penser à changer complètement la nature de notre régime, passer à autre chose qu'une démocratie représentative. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite. Bon, révolte. Donc ce qu'il reste comme solution concrète, c'est d'investir des espaces en dehors des institutions. Ça peut être des associations, des ONG, des mouvements sociaux. Ça peut être aussi des syndicats. Est-ce que ce serait pas encore un autre épisode qui va se finir par « syndiquez-vous » ? Je vois pas d'autre solution immédiate, malheureusement. Sauf si Michel Barnier, depuis 1972, c'est un trotskiste infiltré qui en fait veut faire tomber l'État de l'intérieur. Non mais syndiquez-vous. Ouais, syndiquez-vous. Bon, merci d'avoir suivi ce nouveau format. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires, à dire ce que vous avez pensé, à faire des suggestions qu'on pourra ignorer par la suite. Hein. Oui, comme le titre de l'émission, on a ignoré toutes vos propositions, on est vraiment désolé. Mais en fait, contexte, c'est parfait. On revient sur le contexte d'une question, voilà, j'aime trop. En tout cas, merci d'avoir suivi ce nouveau format et n'oubliez pas, pour continuer à faire vivre ce type d'émission avec des décors magnifiques, il faut faire des dons à Blast pour continuer à soutenir les médias indépendants. Donc, donnez. Voici le lien s'affiche là, peut-être ici, peut-être, je ne sais pas où, il s'affiche. On pourrait le dire. Les Français le disent. Pierre Bourdieu, j'ai bégayé. On joue le bêtisier, comme il dit sur Twitch. Ça joue le bêtisier ici. Ça joue le best-of, putain. Savoie. 7-3, Chambéry. Brr. Albertville. Le bêtisier est plus long que l'épisode. La vidéo fait 1h13. En Gen Z, il y a Gênes.